Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vue d'ici. Aujourd'hui, on va vous emmener à la découverte du musée Château d'Annecy. Vous le connaissez forcément puisqu'il surplombe la ville. On va vous faire un petit peu les histoires qui se sont passées dans ce château, notamment une personne qui y est née. On parlera aussi un petit peu culture puisqu'on va vous parler des expositions qui sont mises en place, de l'application 3D sur le musée. Bref, on va vous raconter ce château d'hier à aujourd'hui. C'est parti, on vous emmène, c'est Vue d'ici. Bonjour Pierre. Bonjour Pauline. Alors ici on est au château d'Annecy, monument historique. Vous êtes guide conférencier mais surtout amoureux du château, du coup vous allez pouvoir nous en parler. Mais oui, et on ne peut être qu'amoureux de ce bâtiment bâti à partir du XIIIe siècle, classé à l'inventaire des monuments historiques en 1902 et qui accueille actuellement le musée d'Annecy et des expositions temporaires. Alors l'histoire de ce château, c'est quoi? Au départ il a été construit pourquoi et par qui? Pour accompagner la formation de la ville d'Annecy. Le château est construit sur un éperon rocheux et en contrebas de cet éperon rocheux, on a 30 mètres de différence, il y a la ville. Donc pour protéger cette ville, il y avait le château sur un éperon rocheux. Le château, c'est un endroit où, pour se défendre, donc un lieu d'observation pour voir de loin venir le danger. Alors vous me parliez de cette tour. Cette tour, c'est a priori celle qui a été construite en premier, qui subsiste toujours, qui est la plus ancienne, on va dire. Qui est la plus ancienne parmi les logis qui existent actuellement. On l'appelle la tour de la Reine, c'est une légende qui a donné ce nom. Et surtout, cette tour est tout à fait typique des constructions de cette époque. Les murs ont 4 mètres d'épaisseur, c'est l'époque où il fallait résister aux assauts. Aux assauts des ennemis. Alors qui a vécu dans ce château au début ? Les premiers seigneurs sont inconnus. On parle d'une énigmatique famille de la Tour dont le nom serait évocateur. On a surtout 2 grandes dynasties, la famille de Genève, XIIIe et XIVe siècle, et puis ensuite la maison de Savoie à partir du XVe siècle jusqu'au milieu du XVIIe siècle, et plus exactement des branches cadettes de la maison de Savoie qui vont contribuer à donner au château l'aspect qu'on lui connaît actuellement. Alors justement, là on se trouve donc dans la cour du château. Expliquez-moi un petit peu tous ces bâtiments là qu'on voit derrière nous. Alors, peut-être d'abord le logis qui ouais. se trouve juste derrière nous, avec le porche, qui est légèrement plus bas d'un demi-étage par rapport aux 2 bâtiments qui l'entourent. C'est le château des comtes de Genève, qu'on appelle maintenant le vieux logis, mais au XIIIe siècle on l'appelait pas ainsi. Et au XIIIe siècle, il est également beaucoup plus grand qu'il ne l'est actuellement. Lorsqu'au XVIe siècle on construit les 2 bâtiments qui l'entourent, il a fallu le réduire. C'est la partie la plus ancienne, c'est là où il y a l'aula comitis, la chambre de réception, la pièce de réception, éclairée par les 3 fenêtres à meneaux. C'est vraiment une salle, la salle d'un grand prince, 13 mètres sur 25, avec un très beau plafond à caisson typique des plafonds du XVe siècle. Alors la spécificité du château aussi, c'est qu'il a été construit et déconstruit à plusieurs reprises au fil des siècles en fait. Construit... Et un petit peu avec oui. il y a eu différents incendies et donc oui. Du coup ça a été reconstruit. Voilà, au XVe siècle notamment, le château a subi de terribles incendies. Il faut reconstruire les éléments en bois, c'était les charpentes, les planchers, les galeries qui disparaissaient. Mais le château, oui, s'est modifié au fil du temps. Plusieurs familles, comme je vous le disais, ont occupé le château et chacun a apporté son style. C'était des époques différentes. Donc, notamment au XVIe siècle, Charlotte d'Orléans, cousine de François Ier, s'inspire de l'architecture Île-de-France pour construire ce beau logis du XVIe siècle. C'est le plus élégant du château. Et donc cette tour, qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Comment elle a été construite en fait? Elle a été construite au XVe siècle par le duc de Savoie Amédée VIII. C'est lui qui prévoit l'agrandissement de la cour, de l'enceinte castrale et puis la construction du logis Perrière et de la tour Perrière qui sont là. La tour, c'est une tour de défense. On remarque sous l'avant-toit les mâchicoulis qui permettaient de jeter des projectiles pour défendre la base des murs. La tour avait un rôle défensif et puis le logis un rôle administratif. Il y avait la chambre des comptes, il y avait l'administration du Genevois, de notre territoire qui se trouvait dans ce logis.
aujourd'hui, au fil des siècles, du coup, elle n'a plus servi de tour de défense ou quelle est son évolution finalement dans l'histoire? Elle a servi très vite de dortoir pour les militaires, parce que le château perd son rôle de résidence princière au XVIIe siècle. Et heureusement, ce château va être transformé en caserne. Et donc la totalité des logis vont être transformés en chambrées pour les soldats. C'est ça, parce qu'une fois qu'il n'y avait plus les ducs, etc., ils n'étaient plus habités, à quoi il servait finalement ce château? Donc vous le disiez avec des casernes, c'est ça? Voilà. Il aurait pu disparaître comme un grand nombre de châteaux. Et puis heureusement, l'armée s'y est installée. Alors l'armée n'a pas fait de grands travaux dans ce château, s'est contentée de le maintenir en bon état d'habitabilité, mais ça a permis à ce château d'arriver jusqu'à notre époque. Alors on va aller jusqu'au bout parce qu'il y a quand même une vue imprenable sur la ville d'Annecy en fait. Tout à fait. Et c'est triste de constater qu'on a construit ce château ici, mais ce n'est pas pour profiter de la vue sur le lac, sur les montagnes, c'était uniquement pour se défendre. Le souci des hommes, c'était d'observer les environs et de prévoir l'arrivée des ennemis. Parce qu'aujourd'hui, le château, c'est vrai qu'il surplombe la ville, on ne voit que lui. Oui. C'est vrai, quel que soit l'accès depuis l'autoroute, depuis Thônes, depuis les bords du lac, c'est vrai qu'on ne le voit que lui. C'est la sentinelle qui est toujours là depuis le XIIe siècle. Et alors, en surplombant la ville comme ça, ils ont gagné beaucoup de batailles. Du coup, ça a été un vrai plus d'être comme ça en hauteur ou on ne sait pas? Pour le Moyen-Âge, on ne sait pas. On n'a pas de documents pour l'attester. Si on regarde la façade de la tour de la Reine, on se rend compte qu'elle n'a pas d'impact. Et peut-être que ce château était très bien bâti. Et donc il intimidait les ennemis, il dissuadait les ennemis à venir l'attaquer. Alors c'est vrai qu'il a une vraie histoire. Il y a aussi eu des incendies, donc notamment on en a parlé tout à l'heure au XVe siècle, pardon. Oui. Et il y en a eu un aussi au début du XXe siècle. Alors, en 1947, l'armée quitte le château et malheureusement, ce mur qui s'est effondré l'année précédente, ce mur n'était pas reconstruit. Alors la ville, elle met un point d'honneur à ce que l'armée restaure ce mur de soutènement pour que la ville puisse l'acheter. Puis les choses vont traîner. Et pendant ce temps-là, Annecy connaissait les débuts de la crise du logement. Il y avait une famille d'Annecy qui logeait dans le kiosque à musique qui était près de la préfecture. Bref, le préfet, le général de la place donnent des autorisations provisoires à des familles pour venir occuper le château. Et puis, le mur n'était toujours pas restauré. Il a fallu 5 ans pour restaurer. Déjà à l'époque, c'était long de faire restaurer les choses. C'était long. Et donc, la ville a acheté ce château en 1953, le mur étant restauré. Sauf que l'année auparavant, ces sans-logis occupaient le château en grand nombre. Ils avaient des installations de fortune, notamment des réchauds à alcool. Et un de ces réchauds à alcool, un matin de juillet 52, a explosé et a endommagé la salle des colonnes. Heureusement, l'incendie a été assez vite maîtrisé par les sapeurs-pompiers. En 1902, lorsqu'il a été classé, le château était une caserne et l'armée voulait changer la hauteur des planchers. Les plafonds sont très hauts, on est dans un château, une demeure seigneuriale. Vous imaginez que de baisser la hauteur des planchers, ça sous-entend qu'on retaille les fenêtres sur les façades. Ça aurait été épouvantable. Et c'est là que l'architecte des monuments historiques intervient pour garder l'aspect originel de ce bâtiment. Donc lorsqu'un bâtiment est classé, il y a des contraintes, mais on respecte le bâtiment. Il faut garder le patrimoine. Voilà, en état. Oui. Et bien parfait, on va aller voir justement Monsieur Vagnotti qui est né au château, et on va discuter un petit peu avec lui de ses petits souvenirs et vous nous parlerez justement de cette période où il y avait des sans-logis qui étaient dans le château. Avec plaisir. On y va. Alors là, on est rentré dans le château. On se trouve où pour qu'on se situe un petit peu dans ce château? On se trouve derrière le logis Nemours que nous avons vu depuis la cour, très exactement dans une ancienne tour de défense des comtes de Genève, qu'on appelait la tour du trésor. Non pas parce qu'il y avait beaucoup d'argent, mais il y avait tous les parchemins, tous les documents importants liés à l'histoire du comté de Genève. Alors, on a rejoint Bruno. Bruno qui est né au château. Exactement. Alors en 1950... 48, pardon. Octobre 48. Octobre 48. Alors effectivement, il faut raconter un petit peu l'histoire. À l'époque, dans ces années-là, il y avait des gens qui habitaient au château. Voilà, par la force des choses, Annecy connaissait les débuts d'une terrible crise du logement
47, 48, donc quelques personnes sont venues occuper le bâtiment. Et puis, durant 5 ans, on dit des squatteurs, c'est pas un gros mot, les squatteurs ont occupé ce bâtiment. Parce que les premières personnes avaient une autorisation du préfet ou du général, mais par la suite, les portes étaient grandes ouvertes et toutes les personnes qui cherchaient un logement venaient trouver une chambrée dans cette ancienne caserne. Alors justement, vous, comment votre maman est arrivée ici au château? Comment ça s'est passé? Elle est arrivée là, elle était prête à accoucher en septembre 48, à quelque chose près, à quelques jours près. Et elle ne savait pas où aller parce qu'elle vivait chez sa tante dans les vieux quartiers et il n'y avait pas suffisamment de place pour l'accueillir. Elle a rencontré une personne qui était déjà au château depuis quelque temps, qui lui a dit « viens au château, tu t'installes où tu veux ». Donc ils sont montés et mon papa a trouvé cette pièce. Et vous avez vécu ici votre 4 premières années. Est-ce que vous avez il vous reste des petites bribes de souvenirs ou pas du tout? Oui, moi j'ai quelques petits souvenirs. Je me souviens que quand mes parents me battaient, je descendais les escaliers là, du petit logis et ma tante habitait là-bas. Il y a un petit escalier qui remonte, elle habitait là-bas. Donc je descendais les escaliers, je me souviens très bien, je frappais à sa porte et quand elle ouvrait, je fondais en larmes. C'était pratique. Voilà. Et ça, je m'en souviens vaguement et ma maman me disait oui, effectivement, c'est ce qui se passait. Et vous avez aussi le souvenir de quand vous êtes parti? Alors, quand on est parti aussi, donc c'était en décembre 52, on a évacué le château. On a été une des dernières familles à évacuer le château. Et je me souviens qu'il y avait un ami de mes parents qui avait le visage ensanglanté. Et quand j'en ai parlé à ma maman, elle m'a dit oui, effectivement, c'est un de nos amis qui a reçu une planche sur la tête parce que toutes les personnes qui restaient au château, les dernières personnes, jetaient tout par les fenêtres. Elle jetait les matelas, les planches, un peu de tout, et il avait reçu une planche. Ces petites histoires comme ça, j'imagine qu'on vous en a rapporté d'autres, que c'est bourré d'histoires, ces années où il y a eu des gens qui ont habité ce château. Oui. Les musées ont pris l'initiative il y a une vingtaine d'années de faire cette collecte de mémoire avec une ethnologue. Et effectivement, on a ce genre d'informations qui montrent bien que le château parfois a pu être un lieu de non-droit, mais également c'était un lieu de convivialité avec des accords de guitare, avec des jeux d'enfants. C'est vrai que d'avoir le château comme terrain de jeu, dans la cour, ça devait être assez rare. Si, je me souviens d'une chose, c'est du jour de l'incendie. Je me souviens pas de l'incendie lui-même, mais je me souviens que ça devait être le lendemain, je suppose. J'étais dans la cour du château et il y avait des tuyaux un peu de partout. Je me souviens des tuyaux et des camions. Je pense que c'était les pompiers. Aujourd'hui, ça vous fait quoi de revenir dans ces pièces où vous savez bizarre. que... Je suis déjà venu 1 ou 2 fois là, j'ai pris des photos. T'es un peu chez toi. Je suis un peu chez moi. Je me dis que je suis des Annéciens comme moi, il n'y en a pas beaucoup. Bah oui. Même monsieur le maire n'est pas Annécien, donc moi. Et puis vous aviez une super vue quand même, même si vous étiez un peu petit, mais il y avait... La vue là est magnifique. Je ne sais pas si mes parents ont choisi cette pièce pour la vue, mais... Ouais. Et donc du coup vous disiez il y a eu effectivement un travail de mémoire qui a été fait. Qu'est-ce que vous avez réussi à récolter? Comment ça s'est passé ce travail? Avec un appel dans la presse, la télévision, la radio pour collecter des informations et contre toute attente un grand nombre de personnes qui avaient occupé le château vivaient encore à Annecy et dans les environs. C'était simplement des gens qui avaient un emploi, qui avaient un salaire mais qui ne trouvaient pas de logement à Annecy. Donc c'est des gens qui ont trouvé ce refuge et qui... Alors les adultes, effectivement, il y avait une promiscuité, il y avait du bruit, mais toutes les personnes, à quelques rares exceptions près, gardent un bon souvenir de ces 5 ans. Mes parents, ils ont dit qu'ils étaient très bien ici. Oui. J'ai des amis aussi, des amis de mes parents qui ne se sont jamais plaints. C'était vraiment bien. C'est sympa de dire même à vos enfants, vos petits-enfants, j'imagine, j'ai vécu dans un château, c'est ce petit... Ici, ouais. Merci beaucoup en tout cas, et puis nous on va se diriger pareil vers les expositions, on va découvrir les expositions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Up until
Sophie. Bonjour. Alors on vient de voir un petit peu toute l'histoire du château, mais le château c'est aussi devenu en fait un musée. Déjà là où est-ce qu'on se trouve exactement dans le château? Alors là on se trouve dans l'ancien chemin de ronde et géographiquement on se trouve au-dessus de la porte d'entrée, donc face à la cour du château. Alors comment on fait devenir un château un musée? Parce que c'est quand même assez original on va dire. Alors tout à fait, mais vous avez vu donc que le château a eu plusieurs vies et que il arrive en 1952 un grand incendie qui va le ravager en partie et qui va en changer la destinée définitivement, puisqu'on décide d'y installer, au fur et à mesure de la restauration et de la réinstallation des salles, le musée de la ville d'Annecy, musée qui existe depuis 1860, mais qui se trouve à l'époque très à l'étroit dans les étages de l'hôtel de ville. Donc c'est l'occasion de redéployer les collections dans le château qui sort progressivement de ses ruines. Tous les espaces vont être consacré au musée uniquement en 1994 avec l'ouverture de l'Observatoire régional des lacs alpins qui est la dernière partie de cette énorme restauration qui va durer 40 ans. Donc ça prend une place quand même relativement importante maintenant au château. On le voit, c'est des œuvres qui sont quand même très très grandes, qui occupent vraiment l'espace. Mais nous avons la chance à la fois d'avoir un espace très lourd historiquement, un espace de château qu'on ne peut pas aménager facilement comme on le souhaite et en même temps très riche pour redéployer les collections. Qu'est-ce que ça apporte au château désormais que ce soit un musée finalement? Ça donne, d'abord c'est un musée qui parle du territoire, donc finalement ça s'accorde au lieu. C'est un musée qui parle de l'histoire du lieu et puis de l'histoire du territoire qui l'a vu naître finalement, puisque les collections partent de l'Antiquité jusqu'à, comme on le voit ici, jusqu'à un regard très contemporain sur notre nature et le paysage aujourd'hui. On va avancer un petit peu d'ailleurs pour voir. Et donc les visiteurs, comment ils réagissent quand ils voient que finalement ils ne font pas qu'une visite du château, mais aussi une visite d'un musée finalement? Parfois un petit peu décontenancés. Et puis finalement après, au fil des pièces, comme je le disais au départ, le poids du monument reste très fort et dialogue avec les collections qu'on y met. Donc ça se passe relativement très bien. Là, vous venez de terminer une exposition qui s'appelle La vie de château. C'était Les vies de château, pardon. Voilà. Qu'est-ce qu'elle racontait, cette exposition? En fait, nos expositions au musée Château sont liées évidemment à nos collections que l'on étudie et que l'on valorise. C'est la première partie de nos missions de responsable de collection. Mais également à l'actualité, justement, de ce territoire savoyard. Et là, c'était une actualité un petit peu particulière puisque c'était le 6e centenaire de la transformation du comté de Savoie en duché. Alors dit comme ça, c'est un petit peu aride par contre, mais 1416-2016, c'était une date importante et on a essayé de travailler sur les châteaux, parce que les châteaux ont eu un rôle particulier, ont été un outil dans la constitution de l'État moderne de la Savoie au XVe siècle. C'est compliqué d'intégrer des expositions dans un tel bâtiment? Alors, techniquement déjà on a bien conscience que le monument qui prend tant de place, c'est notre pièce de collection numéro 1. Si on lui donnait un inventaire, c'est l'inventaire numéro 1. Donc on travaille avec. Et les expositions, on travaille souvent avec des scénographes. Et ce qui était intéressant justement dans les vies de château, parce que certaines expositions, on cache un petit peu les murs, parce qu'il faut bien des cimaises. Et là, au contraire, on a joué avec l'architecture, puisqu'on parlait des châteaux. Au sein même d'un château savoyard et parmi les plus importants. Donc le jeu, c'était justement de révéler un peu cette architecture dont parlait l'exposition. Là, donc il y a celle-ci qui vient de se terminer. Qu'est-ce qui va être mis en place là pour les prochains mois, Alors toujours les grosses expositions en rapport avec l'actualité, ça va être pour l'été prochain. Le musée a une grosse collection de cinéma d'animation en lien avec le Festival international du cinéma d'animation. L'été prochain, le pays invité, c'est la Chine, et donc le musée Château a choisi de rebondir sur le cinéma d'animation chinois en lien avec l'art contemporain chinois aussi. La Chine La Chine s'invite au château. De toute façon, on peut venir toute l'année. Voilà, il y aura toujours des choses à voir. En dehors des périodes d'exposition temporaire, on a effectivement une richesse et une diversité de collections permanentes liées donc à cette longue histoire du musée, dans ses murs depuis peu, mais depuis 150 ans à Annecy, puisque, comme je vous le disais, il est né en 1850. Eh ben parfait, merci beaucoup. Puis il y a aussi, on va en parler juste après avec Anne, c'est une application qui a été mise en place justement en plus pour rajouter un petit côté moderne. C'est le côté moderne pour retourner à l'ancien. Complètement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.
Alors Anne, on se trouve là dans la grande salle, on vient de parler des expositions, on va parler de l'évolution numérique du château. Et la toute dernière évolution numérique chez vous, c'est cette application que vous avez mise en place de 3D. Oui, absolument, on l'a lancée cet été à l'occasion de l'exposition Les Vies de Château. Mais après l'exposition, là, qui est en train d'être démontée, l'application perdure. Elle fait partie désormais du parcours permanent du château. Donc tous les visiteurs peuvent voir le château tel qu'il était au Moyen-Âge. Alors on va voir ensemble un petit peu comment ça fonctionne. Il faut télécharger en fait une application et ensuite comment ça se passe? Alors on l'allume et puis la cellule photographique de la tablette ou du téléphone reconnaît une image repère, en l'occurrence celle-ci, voilà. Et donc là, vous voyez sur la tablette la salle telle qu'elle était au XVe siècle. Donc la salle dans laquelle on se trouve actuellement est mise au XVe siècle. Voilà, c'est ça. Donc on voit une salle de banquet avec une scène de banquet, des cheminées avec du feu à l'intérieur. Il y a des vrais détails qui sont, voilà, entre là on voit le feu, on voit les gens, le banc sur les tables de banquet, on voit la nourriture, c'est très très minutieux. C'est minutieux et c'est rigoureusement scientifique. On s'est appuyé sur des plans et sur des données scientifiques. On a travaillé avec les archives et avec des experts pour montrer ce qui est vraisemblablement la salle à l'époque, vraiment. La salle à l'époque, exactement. Donc avec des tomates sur le sol, un carrelage, avec 3 cheminées, alors qu'aujourd'hui on n'en a plus qu'une. Mais ici, on avait là derrière, d'après la photo, il y en avait derrière nous. On en avait 2, effectivement. Et puis des tentures au mur, puisque les cours à l'époque étaient itinérantes et utilisaient beaucoup de tapisseries, à la fois pour s'isoler et pour décorer. Voilà, donc c'est vrai qu'on est allé dans les moindres détails. Au début, on avait mis des fourchettes sur les tables et puis on s'est rendu compte qu'à l'époque, il n'y avait pas de fourchettes, il n'y en avait pas encore. C'était plus les couteaux, etc. Donc voilà, tout a été minutieusement pesé avant d'être mis en scène. Qu'est-ce que ça apporte au musée, cette application 3D ? Alors en fait, c'est un musée, comme vous allez le voir, c'est un musée qui est installé dans un château et les visiteurs qui viennent ne sont pas forcément au courant qu'ils vont découvrir un musée avec des œuvres beaux-arts, art contemporain, etc. Donc ils attendent souvent des informations sur le château, sur le lieu dans lequel il se trouve. Et comme on n'a pas de mobilier, parce que tout le mobilier a disparu au fil des siècles, la réponse c'est du virtuel, donc on voit les pièces telles qu'elles étaient à l'époque. Quels sont les premiers retours que vous avez eus ? Ça paraît assez... Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens quand ils essaient d'utiliser cette application ? On a beaucoup de gens qui sont assez bluffés parce que c'est vrai que c'est assez spectaculaire de passer Oui, c'est hyper réaliste. Enfin, c'est vrai que c'est... Voilà, sa tablette et de voir comme ça apparaître une pièce dans tous ses moindres détails, comme vous le disiez. Donc des retours positifs. Donc cette application, donc on l'a dit, c'est sur des tablettes. On peut être aussi sur les téléphones. Bien sûr. Il y aura des tablettes qui seront mises à disposition par le château. Est-ce que c'est une application qui est amenée à être évolutive, on va dire ? Elle est complètement évolutive. D'ailleurs, en ce moment même, Jonathan Juste, qui a conçu et réalisé cette application, est en train de développer un nouveau volet qui va nous permettre de voir la construction au fil des siècles des différents corps de bâtiments. Parce que c'est un bâtiment qui est très hétéroclite, qui a eu des bâtiments construits à partir du XIIe et puis il a vraiment évolué au fil des siècles. Donc ça va être très intéressant de pouvoir positionner son curseur sur des siècles en particulier et voir l'apparence qu'avaient les bâtiments. Donc on a parlé de l'application 3D, mais au côté numérique, il y a aussi toute la toile avec les sites internet, etc. Comment vous vous développez, vous, d'un point de vue numérique ? Tout à fait. Alors l'année dernière, on a complètement refondu le site internet pour coller à notre nouvelle identité visuelle. Donc sur le site internet, on peut trouver toute notre programmation vraiment dans le détail, des informations sur nos collections aussi, toutes les collections du musée, l'histoire du château, des ressources pédagogiques pour les enseignants. Et puis il y a aussi tout le côté réseaux sociaux. Donc on est bien présent sur Facebook, Twitter, Instagram et ça permet une bonne relation avec nos visiteurs. C'est vrai que c'est essentiel, justement, pour préparer l'émission, j'ai regardé un petit peu justement sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Les gens, quand ils viennent, ils prennent beaucoup de photos du château et ça tweete beaucoup. C'est essentiel pour vous ? Oui, et c'est vrai que le château est très photogénique, donc c'est une façon de parler du château qui est très interactive, effectivement. Et puis, on profite aussi des réseaux sociaux pour montrer des aspects que les visiteurs n'ont pas forcément l'habitude de voir. Par exemple, les prêts, les arrivées d'œuvres au château quand on fait des expositions temporaires avec des œuvres qui viennent d'autres musées. On montre aussi les restaurations, donc toutes nos missions muséales qui ne sont pas forcément vues par nos visiteurs.
Eh ben parfait, merci beaucoup. En tout cas, le message, c'est venez visiter le musée Château. Il y a plein de choses, il y a de l'interactivité, il y a des pièces, on mélange médiéval et moderne. C'est ce qui fait la beauté du château. Ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est déjà la fin de cette émission, on est ressorti du côté de la terrasse pour avoir cette magnifique vue sur Annecy, sur le lac et sa ville. On espère que vous avez appris beaucoup de choses sur ce château musée. En tout cas, nous, ça a été un réel plaisir de vous présenter avec toute l'équipe l'émission. On se retrouve d'ici une quinzaine de jours pour une toute nouvelle émission de Vue d'ici. D'ici là, vous pouvez retrouver ce numéro sur notre site internet 8montblanc.fr. À très vite sur nos antennes.